Voilà, je vais donc te proposer ici de découvrir la notion mathématique de gradient. Alors, comme tu le verras, c'est une notion qui n'est pas si facile, hein. Je ne vais donc pas t'en dire grand-chose ici dans cette petite introduction. J'ai juste préparé ici 4 exemples qui vont te montrer que le gradient est utilisé de façon universelle dans le domaine des sciences et techniques. Le premier exemple que je te propose ici est tiré de la mécanique des fluides. On y voit une aile d'avion dans une soufflerie, l'air passe ici de la gauche vers la droite. Et en fait, ici, tu vois une équation. C'est l'équation en fait, qui permet de décrire le comportement de l'air théoriquement. C'est une équation théorique ici qui permet de comprendre comment l'air se comporte ici autour de cette aile d'avion. Et dans cette équation, tu vois ici un drôle de petit symbole, ce triangle avec sa pointe vers le bas. Et tu vois que ce petit triangle est associé à la lettre P, qui est la pression de l'air. En fait, il s'agit du gradient de la pression. Et la présence du gradient de la pression dans cette équation traduit tout simplement le fait que si l'air se déplace de la gauche vers la droite, eh bien, c'est parce que la pression de l'air est plus grande à gauche qu'à droite. Le gradient, ici, dans cette équation, permet de montrer en fait que ce sont les variations de pression qui sont responsables du mouvement de l'air. Et tu comprends comme ça que le gradient va être utilisé comme outil mathématique pour représenter des variations de grandeur de point en point dans l'espace. C'est la même chose avec cet exemple-ci. On reconnaît ici le gradient de la température. Ceci est l'équation de la conduction thermique. Et le gradient de la température dans cette équation permet tout simplement de traduire le fait que la chaleur diffuse toujours des points les plus chauds vers les points de plus basse température. Ce gradient ici, ça n'a l'air de rien, mais permet de décrire le comportement de la chaleur dans un matériau. Le troisième exemple ici est tiré de l'optique, c'est de l'optique géométrique. C'est une équation ici qui montre que la direction des rayons lumineux est donnée par le gradient de la phase du champ électromagnétique qui décrit donc la lumière. C'est un exemple très compliqué, très abstrait, mais qui a l'avantage de te montrer que le gradient est utilisé dans des domaines très variés des sciences et techniques. Le dernier exemple ici est emprunté à l'informatique. Quand on est scientifique ou ingénieur, on est souvent aux prises avec des problèmes d'optimisation. Pour le dire simple, on doit trouver les maxima de certaines fonctions complexes. C'est pourquoi j'ai représenté ici une fonction de 2 variables comme une surface donc, qui possède plusieurs extrémas. Et quand on fait de l'optimisation, eh bien, il faut trouver ces extrémas. Et quand les fonctions sont complexes, eh bien, on a recours à l'ordinateur. Et on voit ici un petit morceau d'algorithme qu'on utilise donc, sur ordinateur pour repérer les extrémas des fonctions. Et il y a une ligne de cet algorithme ici, je ne sais pas si tu la vois, mais qui contient ici le petit symbole de gradient. On le voit ici en agrandi. Ce n'est rien d'autre que le gradient de la fonction dont on recherche les extrémas. Et cet exemple-là est sans doute celui qui est le plus proche de ce que je vais te raconter dans cette séquence, puisque je vais introduire la notion de gradient au travers d'un problème d'optimisation. Et ce problème va nous amener à la notion de dérivée directionnelle, qui est intimement liée au gradient. Ce n'est d'ailleurs qu'en maîtrisant bien la notion de dérivée directionnelle que tu pourras dire que tu maîtrises la notion de gradient. Donc c'est bien le but de cette séquence, c'est de te faire maîtriser cette notion de gradient, que tu comprennes vraiment bien en profondeur ce dont il s'agit. Alors voilà, le problème d'optimisation que je te propose, il est très simple. Voilà un rectangle qui possède une certaine surface, et cette surface, je vais pouvoir la modifier en tirant sur la petite poignée qui est ici. Tu vois que j'agrandis la surface, et puis je lui redonne sa valeur initiale. Alors voilà, dans le problème d'optimisation que je te propose, je vais ici te dire que j'impose l'amplitude de déplacement. Je l'impose à 1 mm. Donc voilà, je peux déplacer ce coin ici de 1 mm. Ça va forcément augmenter la surface du rectangle. Et maintenant, l'optimisation, elle va se faire par rapport à l'orientation à donner à ce millimètre de déplacement. Quelle orientation je dois donner ici pour obtenir l'accroissement maximal de surface? Voilà, c'est ça mon problème d'optimisation. Quelle orientation donner pour obtenir un accroissement maximal de la surface, sachant que j'ai toujours 1 mm de déplacement? Alors ce problème mérite bien un point d'interrogation, parce que je doute que tu puisses me répondre à ce problème comme ça, même si je te donne les dimensions de ce rectangle, 15 cm de largeur, 10 cm de hauteur, est-ce que tu peux me dire quelle inclinaison ici je dois donner à ce petit vecteur d'1 mm pour obtenir l'accroissement de surface maximale? La réponse est non. Tu ne sais pas me répondre comme ça. Il faut reconnaître humblement ici que les mathématiques sont nécessaires
il faut formaliser le problème sur le plan mathématique. Et pour ça, ce que je te propose ici, c'est d'introduire un repère cartésien. Tu verras que c'est très naturel de faire ça comme ça, parce que la surface de ce rectangle va pouvoir être exprimée très simplement en termes des coordonnées de ce point ici. Ce point a pour coordonnées x, y, c'est comme ça que je vais les appeler. Et donc la surface, ce sera juste le produit de x avec y. Largeur fois hauteur, c'est bien la surface de ce rectangle. Et ce que ceci nous montre, c'est que la surface est une fonction de deux variables, x et y. Et donc je vais l'écrire comme tel. Et ici aussi, parce que tout ce que je vais te raconter est tout à fait général, il peut s'appliquer à n'importe quelle fonction f de xy. Donc retiens pour le moment que f de xy, c'est la surface de ce rectangle. Je peux maintenant représenter le déplacement. Le déplacement, je vais le représenter comme un vecteur, bien sûr. Un déplacement, c'est une origine, c'est une extrémité, exactement comme un vecteur. Pas de problème, c'est le vecteur delta L. Quand je serai arrivé au bout de ce vecteur, ma surface sera plus grande, effectivement. Voilà, je peux exprimer cet accroissement de la surface tout simplement au travers de l'accroissement de la valeur de x ici, que je vais appeler delta x. Ici, je suis à une largeur qui sera x plus delta x. Même chose pour y. Au bout du déplacement, je serai en y plus delta y. Et donc la nouvelle surface, elle va s'exprimer très simplement comme étant le produit de x plus delta x fois donc y plus delta y. Et tu constateras qu'il s'agit bien de la même fonction écrite tout simplement pour des valeurs différentes des arguments de la fonction. X est devenu x plus delta x, c'est bien ce qu'on voit, et y est devenu y plus delta y. C'est bien la même fonction ici que je vais étudier. Je vais en étudier précisément l'accroissement. Je cherche à optimiser ce résultat-ci, la différence en tout cas entre ceci et ceci. Voilà, il me reste ici à reprendre ici l'expression de ce vecteur. Je vais devoir travailler sur ce déplacement, donc je suis aussi obligé de formaliser ici ce vecteur déplacement. Mais ça c'est facile, le delta x ici est clairement la composante en x de ce vecteur, delta y est la composante en y. Je peux donc tout de suite l'écrire. Avec ici, tu reconnaîtras les vecteurs unitaires le long de l'axe x et le long de l'axe y. C'est voilà, tout à fait standard. Voilà, maintenant que ceci est bien établi, je vais représenter le graphe de cette fonction de deux variables. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que il sera nécessaire de visualiser les choses. Si tu veux bien comprendre le gradient, il sera nécessaire de bien visualiser les choses, et donc je vais ici représenter le graphe de cette fonction f de xy. Le graphe d'une fonction de deux variables est une surface, comme tu peux le voir, c'est normal, puisque pour chaque couple de valeurs x, y, comme celui-ci par exemple, qui m'amène à ce point-là, pour chaque couple de valeurs, tu auras une valeur que tu vas appeler forcément f de xy. Et tu peux faire ça comme ça pour chaque couple de valeurs x, y, et donc tu vas construire point par point une surface. Ok. Alors en général, c'est pas ici qu'on écrit f de xy, on fait une projection orthogonale ici, f de xy apparaît sur l'axe qui porte d'ailleurs le même nom. Ok, donc voilà, je vais éliminer ce xy ici, parce que tout ce que je te raconte est général, donc on peut l'oublier pendant un temps. Voilà, je peux bien sûr représenter le vecteur déplacement également, comme je l'ai fait là, je le fais maintenant dans cette représentation tridimensionnelle. Voilà, une fois que je serai au bout du vecteur déplacement, j'aurai agrandi x de delta x, y aura agrandi de delta y, et la surface, a priori, sera plus grande, et donc je me retrouverai à une valeur plus grande de la fonction. La voilà, c'est bien f en x plus delta x, y plus delta y, c'est bien les coordonnées de ce point-là. X plus delta x, y plus delta y, c'est bien la coordonnée de ce point-là. Bref, ceci va donc bien correspondre à un accroissement de la fonction que je vais appeler delta f. Et delta f, ce sera donc bien la différence entre cette valeur-ci et la valeur initiale, que je vais retrouver ici, bien sûr. Si je mets ça là, que je mets un signe moins, je retrouve le delta f ici. Et c'est donc ça que je vais chercher à optimiser. Quelque part, je voudrais avoir ici la plus grande croissance de la fonction pour un déplacement delta x, delta y donné. Ok, et effectivement, je vais le chercher par rapport à l'orientation. Rappelle-toi, ça c'est le déplacement d'1 millimètre, mais en fonction de l'orientation que je vais avoir, j'aurai des valeurs d'accroissement différentes. Ici, je vais prendre une orientation différente qui plonge un peu dans le plan de ton écran. Voilà, je vois que je monte moins haut, le delta f est plus petit. Je peux choisir un déplacement par ici. Même chose, le delta f est un peu plus grand, mais il reste quand même plus petit que le premier que j'ai choisi. Voilà, alors pour que les choses soient claires, j'ai placé ici un petit observateur bien sympathique
qui va regarder ce qui se passe quand je bouge progressivement depuis l'origine jusqu'à l'extrémité du déplacement. Je vais bouger ici de 1 mm tout doucement et on va voir comment la surface du rectangle jaune va évoluer. Voilà, c'est la courbe rouge qui vient d'apparaître ici. Ça, c'est donc ce que va voir l'observateur. Il va voir une croissance modérée, puisque c'est ici, effectivement, on est monté moins haut que ce que je t'avais montré initialement. Si je change l'orientation de l'observateur et que je le mets ici face au premier vecteur déplacement que je t'avais proposé, eh bien là, la variation sera plus conséquente. Il verra ici un delta F qui sera plus grand. Une troisième orientation pour être tout à fait générale, un autre cas de figure ici tu vas voir, c'est ce déplacement-ci, face auquel il est maintenant le petit observateur ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si je suis au droit de ce point-là, je vois que c'est diminuer que je vais faire cette fois-ci. Quand je vais passer de là à là progressivement, la surface, elle va cette fois-ci diminuer. Et ça, c'est certainement pas ce que je veux. Je veux optimiser la surface. Donc je ne veux pas ceci. Delta F ici est négatif. Donc voilà, ceci symbolise très bien la procédure d'optimisation que je te propose pour introduire le gradient. On voit qu'il s'agit d'une optimisation, donc pour chaque fois un déplacement d'1 mm, c'est une optimisation par rapport à l'orientation. Et l'orientation, comment est-ce qu'on va la maîtriser dans ce problème? Comment est-ce que je vais la formaliser? On est un petit peu maladroit avec ça parce qu'on sait qu'en jouant sur le rapport de delta x et de delta y, on va pouvoir changer l'orientation. Par exemple, si je prends un delta y tout petit et un delta x très grand, tu vois que l'orientation va se rapprocher de celle de l'axe x. Et vice-versa. Si tu prends un delta y qui est grand et un delta x tout petit, ton vecteur déplacement va avoir une orientation qui va se rapprocher de celle de l'axe y. Bref, on comprend bien qu'en jouant sur le rapport delta x, delta y, on va pouvoir représenter l'orientation du déplacement. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas très pratique. D'autant plus que je t'ai dit que le déplacement ici, je voulais qu'il garde 1 mm de longueur. Donc comment jouer sur le rapport delta x, delta y, tout en gardant 1 mm de longueur pour ce vecteur? C'est pas très commode. Donc je te propose ici une autre représentation de cette orientation. Plutôt que de travailler sur le rapport de delta x, delta y, deux paramètres comme ça qui en même temps ont l'air dépendants mais qui ne le sont pas. Ils ont l'air indépendants mais ils ne le sont pas parce qu'il faut garder delta L de 1 mm. Bref, on est devant une complexité. Plutôt que de garder cette complexité, je te propose l'utilisation du vecteur unitaire de direction. Et ça va être très pratique. J'ai le vecteur unitaire de direction ici du déplacement. Tu vois que c'est un vecteur de norme unitaire, exactement comme le 1x et le 1y ici, sans dimension, c'est juste 1, exactement comme un x et un y. Et tu vois que je le représente dans la direction du déplacement. Eh bien ça, c'est ce qui va symboliser la direction du déplacement. Et cette fois-ci, le delta L, eh bien je peux l'écrire tout simplement comme un vecteur de module delta L, ce sera juste l'amplitude du déplacement, fois 1L. Le vecteur que j'ai ici a bien un module, puisque le module de 1 c'est 1, le module de ce vecteur c'est bien delta L, c'est bien le millimètre de déplacement que je voulais, et la direction de ce vecteur, c'est la direction de 1L, c'est parfait. J'ai ici une représentation parfaite de mon problème, puisque je veux que delta L reste constant, en tout cas pour le moment, je ne veux changer que l'orientation avec ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, il est très facile à représenter, bien sûr. Une orientation est toujours donnée par un angle, l'angle par rapport à l'axe X, par exemple. Donc voilà, pour faire simple, ici, je vais débarrasser un petit peu ce graphe. Je vais transporter ce vecteur ici à l'origine. Ceci va symboliser l'orientation du vecteur déplacement. Elle sera caractérisée entièrement par un angle, par exemple l'angle par rapport à l'axe X, je vais l'appeler alpha. Et donc ce vecteur 1L sera très facile à exprimer puisque sa composante en X sera juste donnée par la composante en X, c'est-à-dire la projection orthogonale ici. J'ai bien ici cosinus alpha tout simplement puisque la norme ici vaut 1. Et tu as compris qu'ici tu as sinus alpha. Et donc ce vecteur est ultra simple à décrire. Il suffira de dire que c'est le vecteur cosinus alpha 1x plus sinus alpha 1y. Donc voilà, quand tu auras choisi une orientation, eh bien, tu seras capable d'exprimer ce vecteur unitaire, tu seras donc capable d'exprimer le vecteur déplacement. Et c'est donc ça que je vais considérer. Je vais décrire ce problème d'optimisation en termes d'orientation, je vais le décrire grâce à ce vecteur-là. Et donc je vais l'écrire ici, je vais changer ce vecteur delta L, tout simplement par l'amplitude du déplacement, delta L, combiné
à son orientation, l'orientation du déplacement. Voilà. Alors, maintenant, je vais ouvrir ici une petite parenthèse en te mettant en garde sur le fait que le delta L ici, on n'a pas intérêt à le prendre trop grand. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te montre un exemple. Si on prend une orientation ici, donc pas une orientation qui vient comme ceci, mais qui se rapproche plutôt de l'axe Y ici, donc qui plonge dans le plan de ton écran, et que je prends un delta L qui est grand, on va se rapprocher comme ça quasiment ici de l'axe Y. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tu vas commencer par monter ici. Donc tu te dis, ben ouais, là, je suis pas mal proche de mon optimisation ici, je vois bien que ça augmente, et hop, et puis tout à coup ça redescend. On est devant ce cas de figure-là. Et là, on est devant une certaine complexité, bien sûr, parce qu'on pourrait se dire, ici au départ, j'optimise parfaitement bien, je pourrais être même à la pente maximale que je peux trouver ici, d'accord? Et puis je vois que si je regarde trop loin, hop, tout à coup, le résultat va être inversé. Je suis même ici à une valeur de f qui est plus basse que la valeur d'origine, j'aurai même un delta f négatif. Tu vois bien que si tu prends des delta L trop grands, tu vas être confronté à une complexité qui va être très très difficile à traiter. D'accord? Ce qu'on a envie de faire dans ce problème, c'est ne garder que la tendance initiale. On a envie de garder ici juste la pente initiale. Et donc, ce qu'on va faire, c'est prendre des delta L petits. C'est pour ça que je te disais qu'on prendrait 1 mm seulement de déplacement pour l'étude de l'augmentation de la surface. Mais même 1 mm, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que qu'est-ce que ça veut dire petit? Tout dépendra de la fonction à laquelle tu as affaire. Si tu prends petit, voilà, tu auras bien ici un comportement régulier qui va te permettre d'optimiser facilement au travers de la pente qu'on voit ici. Mais tu peux très bien avoir à faire une fonction f de xy qui a des variations rapides. Donc dire petit ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut dire, ce serait petit par rapport aux variations caractéristiques de ta fonction. Mais c'est une fonction qui varie rapidement. Ce delta L, il peut être très petit. Donc si on veut ici quelque chose de général qui s'applique à toute fonction, même celle qui varie rapidement, je suis obligé de dire que delta L doit tendre vers 0. Et effectivement, ça va me sortir d'affaire. Parce que si je regarde toute courbure à l'échelle arbitrairement petite, eh bien la courbure disparaît. Il suffit de considérer ces beaux rails de train ici en plein virage. À grande échelle, on voit très bien la courbure, mais si tu regardes cette photo avec une loupe sur 1 mètre de rail ici, tu ne verras pas du tout la courbure. À très petite échelle, on ne voit plus la courbure. Et c'est donc bien dans cette situation-là que je vais me placer avec cette limite pour delta L tendant vers 0. Je vais m'affranchir de toute courbure, je n'observerai ici que la tendance de départ. Et par rapport à ça, j'arriverai à bien optimiser les choses. Parce que maintenant, c'est un segment de droite que j'ai ici, et ça, tout est clair. Ce que je vais optimiser maintenant, c'est tout simplement la pente. C'est le rapport de delta F sur delta L. C'est la pente qui est ici. Je pourrais dire que c'est au travers de cette pente que je vais optimiser les choses. Je vais rechercher l'orientation 1L ici, qui est telle que la pente est la plus grande sur la surface ici, qui représente le graphe de ma fonction. Ok? Donc voilà, ceci est important. C'est avec ceci qu'on peut dire que le problème est maintenant bien posé. Donc quand je te proposais 1 mm tout à l'heure, là, c'était pas tout à fait bien posé comme problème. Je devais en réalité te dire qu'il fallait un accroissement infinitésimal. C'était difficile à faire, bien sûr, pour une introduction. Voilà. Donc, j'ai un delta L qui tend vers 0, donc je vais faire tous mes calculs avec cette limite pour delta L tendant vers 0. Mais tu es d'accord que ça ne va pas être très comique de chaque fois mettre la limite pour delta L tendant vers 0. Donc, je vais remplacer delta L par un élément infinitésimal de longueur. dl ici est implicitement tendant vers 0. C'est l'écriture qu'on adopte pour, si on veut éviter ici d'écrire limite pour delta L tendant vers 0. Donc je vais oublier ce tendant vers 0, ce sera beaucoup plus commode. L'élément infinitésimal ici, si delta L est devenu infinitésimal, aussi proche de 0 que je le veux, il en sera de même, bien sûr, de delta F. Delta F deviendra ce qu'on appelle une différentielle. Pourquoi différentielle? Parce qu'il s'agit clairement d'une différence de valeur de la fonction ici à l'extrémité du déplacement, moins la fonction à l'origine du déplacement. C'est ce qu'on va appeler une différentielle. Voilà, et donc j'aurai bien ici des rapports de différentiel, df sur dl. Voilà, et bien sûr, je vais df sur dl, que représente df sur dl? Voilà, df sur dl, rigoureusement, si je fais apparaître l'angle phi ici, df sur dl, ce sera la tangente
de cet angle. Ok? Et ça, c'est important que tu l'aies en tête. Ce que je vais appeler la pente d'une courbe ou d'un segment de droite, eh bien, ce sera la tangente de l'angle que fait ce segment de droite avec l'horizontale. Et je parlerai souvent en les termes suivants. Je dirais que l'accroissement de la fonction est donné par la pente, la tangente de alpha, multipliée par le déplacement. Si je mets le déplacement ici, tu vois bien que df vaut tangente alpha fois dl. Ok, je m'exprimerai souvent comme ça par la suite parce que tu verras que la notion de gradient contient cette notion de pente. Ok, et c'est donc bien par rapport à cette pente maintenant que je cherche à optimiser les choses. Hein, tu es d'accord? Je vais rechercher l'orientation qui va me donner la plus grande pente sur le graphe ici de cette fonction. Voilà, le problème est maintenant bien posé, j'espère qu'il est clair dans ton esprit. Avec ceci, je peux donc continuer à formaliser ici en disant que tous les accroissements que j'ai ici sont infinitésimaux. dl est devenu dl vecteur est égal à dl en norme fois 1l. Delta f est devenu la différentielle de la fonction df. Delta x devient dx, delta y devient dy. Je peux le changer ici aussi, et forcément ici aussi. Et là, je retrouve bien sûr la différentielle de la fonction qui m'intéresse. Ce dont j'ai besoin, c'est le rapport de df sur dl. Que vaut le dl? Le dl a pour composante dx, dy, et donc la norme de dl, ce sera la racine de dx carré plus dy carré. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Tu regardes l'expression que j'ai pour df, tu dois la diviser par dl, tu dois diviser ceci par ça. Là, ça nous fait encore gratter la tête, et on ne sait pas trop quoi faire avec ceci pour notre procédure d'optimisation. C'est pas très parlant, on ne sait pas quoi faire de ça. Par contre, si tu t'attardes un petit peu à cette expression-là, ça devrait peut-être malgré tout te dire quelque chose. Regarde un petit peu ça. F en x plus dx moins f en x si on oublie y ici. Tu reconnais ça, non? Tu reconnais en fait la définition de la dérivée de la fonction d'une variable. Hein, donc, le point d'interrogation qui est ici, en fait, c'est ce que je voulais dire, hein, on ne reconnaît pas trop, mais malgré tout, on y reconnaît quelque chose. Si on oublie y, on reconnaît quand même quelque chose qui est très très proche de ce qu'on appelle la différentielle d'une fonction, d'une variable. Ceci, c'est bien la dérivée de la fonction f, c'est bien f en x plus dx à l'extrémité du déplacement en x, moins f à l'origine du déplacement en x, le tout sur l'amplitude du déplacement. C'est bien la dérivée. Et la dérivée qui représente bien la pente. On est ici devant quelque chose qui ressemble à une dérivée, mais qui n'en est pas vraiment. Hein, si je divise ceci par le dl, j'ai pas vraiment de dérivée, mais on voit quand même qu'on tourne autour de la notion de dérivée ici. Ok? Pourquoi est-ce que je dis que ceci n'est pas une dérivée? Parce que ça ressemble quand même beaucoup à ce df sur dx là. Mais c'est tout simplement parce que L n'est pas un argument de la fonction f. F a pour argument x, y et pas L. Donc ceci n'est pas une dérivée. Ok, on voit qu'on est devant quelque chose de plus complexe. Voilà, alors, ici je ne peux pas diviser par dx pour tenter de retrouver ça, parce qu'on voit que y varie aussi. Pourquoi est-ce que je diviserais par x et pas par y? Hein, on voit qu'on ne sait pas encore faire grand-chose avec ceci, mais quand même, on a une piste de réflexion. Là, on sait que quelque part la dérivée se trouve ici dedans. Et donc on voit qu'on va devoir encore faire un effort de formalisation, on va essayer de clarifier les choses. Mais avant ça, hein, je voudrais généraliser ce que je t'ai raconté ici avec les courbes. Hein, rappelle-toi, un graphe courbe ici, à l'échelle infinitésimale, pourra toujours être vu localement ici comme un petit segment de droite. Eh bien, ça c'est vrai bien sûr pour les surfaces courbes. Hein, si tu prends une belle surface courbe comme ce crâne bien rasé ici, hein, si on y regarde de plus près pour voir le petit insecte qui va s'y déposer, hop, attends, on va attendre, voilà, il est là. Je vais prendre ma loupe pour observer ce que c'est. On voit que c'est un moustique, hein, mais voilà, arrêtons de rire. Hein, ce qui m'importe ici, c'est de montrer que quand on regarde une surface courbe de très près, toute courbure a disparu. On est devant un plan, exactement comme on est devant un segment de droite ici, à une dimension. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on regarde cette surface à l'échelle infinitésimale symbolisée par le dy qui dépasse ici, eh bien la surface, elle devient un plan. Et donc je vais faire un zoom ici comparable à celui que je fais avec ma loupe, hein, pour te dire que ce que je vais observer à l'échelle infinitésimale, tu vois que c'est toutes des grandeurs infinitésimales que j'ai, eh bien c'est un plan que j'observe.
une courbure, une surface courbe vue de près, c'est un plan. C'est très important pour la suite, tu vas voir. Voilà, alors juste pour être sûr que tu vois bien la perspective ici, hein, je vais ici installer un petit skieur, comme si ceci était la pente d'une montagne. Ça te montre que on voit ici la surface du haut. Hein, je la vois du haut. Ce bord-ci, autrement dit, hein, il ne faut pas croire qu'il est presque parallèle à l'axe Y ici. Au contraire, hein, il est à la verticale de l'axe X. Hein, c'est donc bien le haut de la surface que tu vois. Et je t'ai aidé ici en mettant un petit skieur qui cherche à aller le plus vite possible, en prenant la pente la plus grande dans l'autre sens ici. Hein. Nous, c'est le contraire qu'on veut. On veut la pente qui monte le plus vite. Voilà. Tu remarqueras que sur cette figure ici, j'ai représenté les dx, dy de façon vectorielle. Exactement comme le vecteur déplacement. Le vecteur déplacement est un vecteur, c'est dl, vecteur. Et ici aussi, j'ai remplacé dx par dx1x de manière à dire que, ben voilà, ça c'est aussi un déplacement. Et c'est comme ça que je vais le considérer. Je vais considérer un déplacement uniquement en x. Tu vois que si je fais ce déplacement, y ne change pas. D'accord? Si je fais ce déplacement, ben je vais me retrouver là. OK? Et je vais compléter ce déplacement en le complétant avec le vecteur dy1y. Si je reporte le vecteur dy1y ici, eh bien j'arriverai au point extrémité qui m'intéresse. Et donc voilà, ce que je te propose maintenant pour résoudre ce problème nébuleux de dérivée ici, je te propose de faire le déplacement en deux étapes. Plutôt que de suivre la diagonale ici, je te propose de passer d'abord par le déplacement en x, y égale constant, et ensuite par le déplacement en y, à x égale constant. Et tu verras que ça va nous débloquer. Hein, c'est ce qu'on va voir. Alors, faire ça est assez naturel, hein, je ne fais que exploiter le fait que dl, ben, c'est dx1x plus dy1y. Je prends cette égalité ici, au pied de la lettre, je me déplace d'abord en x, et puis en y. Ok? Donc voilà, je vais me déplacer ici, je vais me déplacer progressivement de là à là, et ensuite de là à là, pour arriver au point final. Comme ça, je pourrais exprimer la différentielle totale, la différence de hauteur entre ça et ça, la différentielle que j'ai là. Je pourrais l'exprimer, mais en deux parties. La première partie, déplacement en x. Je vais donc arriver ici, j'arriverai à ce point-là. Si je déplace progressivement, je vais monter ici avec la valeur de la surface. Hein, la surface du rectangle, il n'en reste plus grand-chose ici, c'est xy. La surface aura grandi, bien sûr. Il y a tout ceci en plus comme surface qui va correspondre à une certaine croissance, une certaine pente, symbolisée par ce petit vecteur mauve qui vient d'apparaître. OK. Voilà. Alors ça m'a fait gagner une certaine valeur à la fonction. La fonction est plus grande. La surface a bien grandi. Hein, donc pour le voir, ben, je vais prendre la longueur delta x ici, hein, hop, je la reprends ici, delta x fois la pente, rappelle-toi ce que j'ai dit, hein, la tangente de l'angle qui est ici, delta x fois la tangente, ça va me donner la variation de la fonction. Variation de la fonction que je vais appeler dfx. C'est une différentielle, mais seulement par rapport à une variation en x. X, y est resté constant, je le répète, il n'y a que x qui a varié. Et donc ça, c'est une variation de la valeur de la fonction uniquement par rapport à une variation en x, et je l'indique, dfx. Ok, je suis arrivé là, maintenant je vais faire ma deuxième étape. Je ne vais bouger que en y, x va rester constant ici. Je vais monter le long du vecteur orangé ici, j'aurai une certaine pente que j'appellerai la pente en y. Hein, je n'ai fait varier que y ici, x est constant. Voilà. Et cette pente fois l'amplitude du déplacement dy ben, va me donner ici ben, l'accroissement que j'ai maintenant pour cette deuxième étape. Et cet accroissement-là, ben, je vais l'appeler, forcément, tu as compris, hein, dfy. Le voilà. Hein, ça, c'est ce qu'on va appeler les différentiels partiels. La différentielle totale df est donnée par la somme des différentiels partiels. Différentiel partiel en x, il n'y a que x qui a bougé de x à x plus dx. Différentiel partiel en y, il n'y a que y qui a bougé de y à y plus delta y, à y plus dy, pardon. Ok? Et ça, tu vas voir que ça va complètement nous débloquer. Parce que maintenant, ce que je vais faire, c'est exprimer ici ce dfx en premier. dfx, c'est cette longueur-ci. Ok? Ce sera bien la différence entre la valeur de la fonction que j'ai là, je viens de la faire apparaître. Ici, je suis en f, je suis avec la valeur f en x plus dx,
x plus dx, et en y. Y n'a pas changé. Et ici, je suis en f x, y. f de x, y. Ok? Donc voilà, la différence entre les deux, ça va bien me donner la différentielle partielle en x. Et ça, je vais l'écrire. F en x plus dx, y, moins f de x, y. C'est ce qui est écrit ici. Et ça, eh bien, j'en suis très heureux de ce résultat. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vois que y n'a pas changé, je n'ai fait qu'une variation en x. Et à ceci, je peux vraiment faire le rapprochement avec ceci. Je vois que maintenant, ça a tout à fait un sens de diviser par dx. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que x qui bouge, y est constant. Autant dire que y ne fait pas partie des variables de cette fonction, puisqu'il est constant. Ceci est devenu une fonction d'une seule variable x. Et donc je peux écrire ceci, ça aura tout à fait son sens. Ceci, c'est la dérivée de la fonction en x. Alors, c'est dangereux de l'appeler comme ça. Hein, on va l'appeler en fait la dérivée partielle. Parce que ceci, c'est la différentielle partielle divisée par dx. On va appeler ce résultat la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x. Partielle, pourquoi? Parce qu'il n'y a que x qui a varié, y est resté constant. Voilà, alors les notations ici pour la dérivée partielle, on ne va pas les conserver comme ça, parce qu'elles sont inutilement lourdes. Tu vois que j'ai un x ici, mais tu vois que je divise par dx. Donc c'est redondant. Je n'ai pas besoin de dire que deux fois que je dérive par rapport à x, en gros. Donc les mathématiciens ont décidé de simplifier ça et d'écrire ça comme ceci. df sur dx. Avec une notation différente, toutefois, hein, ne confond pas avec le d droit qui est là. Ceci est un d ronde. Le d droit qui est là, c'est bien la différentielle totale. Tu vois que x et y ont varié. Alors qu'ici, il s'agit bien de la différentielle partielle en x, y est bien constant. Et donc on fait bien la différence. On écrit ça avec des d rondes, voilà, pour faire la différence entre ce df qui serait divisé par dx. Et ça n'a pas de sens. Si je divise ceci par dx, je ne sais pas très bien quelle signification lui donner. Ça n'a pas de signification. Ok? Donc sois prudent. Ceci, c'est la notation pour la dérivée partielle. Hein, il faudra que tu notes ça bien avec un d ronde. Fais bien la différence. Ce n'est pas une différentielle totale. Hein, c'est en réalité ceci qu'on écrit quand on écrit ça. Ok. Alors, j'insiste beaucoup pour dire ici que c'est bien la même chose que ce qui est là. Ça veut dire que ces dérivées partielles, tu pourras toujours les calculer extrêmement facilement en appliquant les règles de calcul des dérivées des fonctions d'une seule variable. C'est symbolisé par ce rectangle ici. On va prendre un exemple. Hein. On a affaire à la fonction xy. Je peux la dériver partiellement par rapport à x, très facilement. Il me suffit de considérer que y est constant. C'est comme un simple paramètre. Je ne sais pas moi, ça pourrait être y égale à 2, 2,5, moins 6, plus 100. N'importe quoi. X fois une constante dérivée, ça donne cette constante. Voilà le résultat. C'est aussi simple que ça. Et je pourrais bien sûr spécialiser le résultat ici pour des points x, y bien particuliers. Je te propose ici de choisir le point 3, 1. Pourquoi? Parce que ça traduit un petit peu l'image que j'ai ici. On a bien l'impression que x est 3 fois plus grand que y. Pourquoi pas? Donc je suis au point 3, 1 ici. Je m'intéresse à la pente en x que j'ai là. La pente en x qui va me permettre d'obtenir ici la différentielle de la fonction en x. La pente... Ben voilà, tu vois, hein, y vaut 1, x vaut 3, y vaut 1, ben je prends ça au pied de la lettre, y vaut 1, je le mets. C'est la valeur de la pente. La pente de la fonction f de xy, qui est donc cette fonction-ci, xy, elle vaut 1 au point 3, 1. Ça veut dire que si j'avance de 1 ici, ben je monterai de 1 là. C'est aussi simple que ça. L'angle ici vaut combien du coup? Rappelle-toi, ben il vaut 45 degrés bien sûr. Voilà. Donc ceci est peut-être un exemple un peu trop simple pour être bien appréhendé. Je te propose ici de prendre une fonction un peu plus riche. La fonction de x carré y cube. On va supposer que cette surface représente le graphe de cette fonction-là maintenant. Ok, je vais dériver ça par rapport à x partiellement. 2 et y cube sont des constantes. Y cube est une constante exactement comme le 2. C'est la règle de dérivée. Il n'y a plus que x qui est une variable. C'est ultra simple. Je dois donc dériver x carré qui me donnera 2x que je vais multiplier par 2y cube. Ça me donne 4x y cube. Voilà le résultat. Tu vois que c'est simple, ces dérivées partielles, on pourra toujours les calculer dès que tu connais la fonction. Il suffira d'appliquer les règles habituelles de calcul des dérivées.
Voilà, et on peut aussi bien sûr le spécifier pour un point particulier, 3, 1, puisque ça va donner 3 fois 4, 12, pardon. 1 au cube c'est 1, ça me donne donc 12. D'accord? Et je voudrais que tu comprennes que ceci est bien concret. Ce 12 ici, il traduit bien la façon dont la fonction évolue en x. C'est bien la pente en x que j'ai ici. Cette fois-ci, j'ai la tangente de l'angle ici qui vaut 12. Ok, alors pour le voir, je te propose de prendre ta calculette et de calculer ceci. 2 fois 3 plus 1 centième au carré. Et tu constates que ceci, si tu oublies le centième ici, on va commencer par faire ça, tu constates que je te demande de calculer la valeur de la fonction là, en fait. La fonction que je te propose ici, c'est bien 2 fois 3, 1 fois x au carré. Si on oublie le 1 centième, c'est bien 3 au carré, pour le point qui est là. Et puis le 1 au cube, ça reste 1, je n'ai pas besoin de l'écrire. S'il n'y a pas le 1 centième, tu obtiendras 2 fois 3 au carré et 2 fois 9, 18. Ok, 18 comme résultat. Si maintenant tu rajoutes le 1 centième, tu prends ta calculette et tu vas voir que tu as 18,12. La fonction a augmenté de 12 centièmes, alors que x a bougé de 1 centième. Et y n'a pas bougé, tu es d'accord, c'est toujours 1. Je n'ai rien rajouté ici. Tu n'as bougé que en x de 1 centième et tu vois que la fonction bouge de 12 centièmes. C'est bien concret, ça représente bien ce 12-là. J'ai bougé de 1 centième pour monter de 12 centièmes. Ok? Voilà, tout ça pour te dire que ces dérivées partielles, tu y seras confronté avec la notion de gradient, mais ça ne doit pas t'effrayer, tu pourras toujours les calculer en tout point du plan ici. Dès que tu connais la fonction, tu pourras calculer ces pentes. La pente en x ici sera très facile à calculer. Et bien sûr, voilà, je peux maintenant conclure la même chose pour la pente en y. La pente en y, ce sera la différentielle partielle en y divisée par dy. Si tu te rappelles que la différentielle partielle en y est obtenue par la variation seule de y, x reste constant, je suis ici en x, tu vois, x n'a pas changé, y plus dy et y. Donc je suis en train de faire ce chemin-là. Quelle est la variation de la fonction le long de ce chemin-là? Je vais suivre une pente pour obtenir cette variation. Voilà, c'est la pente orange qui est ici. Alors tu vas me dire, c'est pas cette pente-là. Ok, c'est de celle-là dont j'ai besoin pour avoir ma différentielle totale. Mais voilà, c'est ici qu'il était essentiel que je te généralise l'idée de la courbure qui devient une droite et de la surface courbe qui devient un plan, parce que c'est effectivement un plan qu'on a à faire ici à l'échelle infinitésimale. Et si c'est un plan, forcément le vecteur que j'ai ici aura exactement la même pente ici, ce sera exactement la même chose. Je peux faire une translation de ceci ici. C'est bien la pente dont j'ai besoin pour calculer la différentielle partielle en y. La différentielle partielle en y va être obtenue par cette pente, df sur dy, cette pente multipliée par l'amplitude du déplacement, c'est-à-dire par dy. Et ça on le voit tout de suite ici, la pente en y, l'amplitude du déplacement en y, dfy, ce sera bien la pente en y fois dy. Je peux l'écrire ici. Ok? dfy, pente en y fois dy. Pente en y fois dy, c'est évident. Même chose pour dfx. L'accroissement de la fonction en x, la différentielle partielle en x, ce sera la pente en x fois dx. La pente en x fois dx, c'est la différentielle partielle. Ok? J'espère que ça te parle tout ça. Ok? Si ça te parle, eh bien, je te propose de continuer et d'écrire ici le résultat. On a bien ici df sur dx fois dx plus df sur dy fois dy. La pente en x fois dx plus la pente en y fois dy. Et tu comprends comme ça que ce qui m'a permis de m'en sortir, eh bien, c'est le fait d'avoir travaillé en deux étapes. J'ai d'abord déplacé en x et puis en y pour arriver au même point. Ok? Voilà, donc je peux bien exprimer maintenant cette différentielle totale avec des choses que je connais bien, que je suis capable de calculer. Tout va bien. Tout va bien, mais ça me fait une belle jambe d'écrire ça, puisque je suis tenu à maximiser ce rapport. Si j'écris ici ce que vaut le dl, le module, ce sera racine de dx carré plus dy carré. Je dois faire le rapport de ça avec ça, et là, de nouveau, je suis bloqué. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ça et ça? Rien pour le moment. Alors, ce que je vais faire, c'est reprendre ce résultat de la différentielle totale ici. La différentielle totale qui est donnée par la pente en x fois le déplacement en x, plus la pente en y, fois le déplacement en y. Tu regardes ça et tu te demandes si ça te fait penser à quelque chose.
sachant que dx et dy sont les composantes d'un vecteur. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Est-ce que par hasard, ça ne te ferait pas penser au produit scalaire? Le produit scalaire de deux vecteurs dans un plan, rappelle-toi, hein, le produit scalaire de deux vecteurs dans un plan va tout simplement être donné par la somme du produit des composantes homologues. Composantes en x multipliées entre elles, plus les composantes en y multipliées entre elles. Si je remplace b par dl ici, ce que je m'empresse de faire, ben je vais remplacer bx et by par les composantes dx, dy. T'es bien d'accord? Tu regardes ceci et tu te dis, ben oui, ça commence pas mal à ressembler à ça. Tout ce qu'il me faudrait, c'est un vecteur A ici dont la composante en x serait df sur dx et la composante en y serait df sur dy. Ben, ça, je peux le faire. J'introduis ce vecteur A, je m'empresse de le faire. Parce qu'effectivement, si A vaut ceci, ben, le produit scalaire va me donner exactement l'expression qui est là. Et je vais donc le faire. Hein. AX, qu'est-ce que c'est? C'est df sur dx. AY, c'est df sur dy. Voilà qui est écrit. Je vois là, ici, devant moi, écrit la différentielle totale de la fonction. Voilà, et ça, c'est un résultat très précieux, tu vas le voir, on a bientôt fini. Hein, je pourrais utiliser ce concept. C'est un concept qui est précieux, et ce que tu viens de voir apparaître devant toi ici, ben, tu l'as sans doute deviné, hein, ce n'est rien d'autre que le gradient. C'est le gradient de la fonction f. On voit que c'est un vecteur, un x, un y, ne l'oublie jamais, le gradient d'une fonction, c'est un vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles par rapport aux composantes. La composante en x, ce sera la dérivée partielle par rapport à x. La composante en y, c'est la dérivée partielle par rapport à y. C'est pas très compliqué à retenir. Il faut juste retenir qu'il s'agit bien d'un vecteur. Voilà, c'est le vecteur gradient. Alors, puisqu'il est associé à f, on ne va pas l'appeler A, bien sûr. Hein, tu as compris, c'est ici qu'intervient le petit symbole du triangle pointe vers le bas, qui est muni d'un vecteur. Attention, ce vecteur est très important parce que la grandeur qu'on a là est bien un vecteur. Ok? Alors le symbole tout seul, lui, on va l'appeler nabla, juste pour ta culture générale. Si jamais tu entends parler de nabla par ton professeur ou quoi, ben tu sais ce que c'est. C'est juste ce symbole-là. On va parler de nabla f quelquefois, pour faire plus court. Gradient de la fonction nabla f, voilà. Pourquoi nabla? Eh bien parce que ce petit symbole ressemble à une petite harpe qui en grec s'appelle nabla. Voilà, c'est le côté poétique, un des mathématiciens qui ressort ici pour notre plaisir. Voilà, je reviens à ce qui nous intéresse ici. Je vais pouvoir écrire la différentielle totale de la fonction. Hein, différentielle partielle en x plus différentielle partielle en y, c'est la différentielle totale. Je peux l'écrire comme ce produit scalaire. Alors tu te demandes peut-être ce que j'ai fait là. Hein, pourquoi c'est pas encore plus compliqué les choses? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de produit scalaire? Tout à coup, il y a des vecteurs qui arrivent dans cette histoire. Voilà, ça semble plus compliqué, mais en fait, je peux t'assurer que non. Et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Regarde bien. J'ai une écriture ici de df. df que je dois diviser par dl. C'est même ça que je dois optimiser. Je dois trouver l'orientation qui va me donner la pente maximale ici. df sur dl. df sur dl. Je m'intéresse à la pente que j'ai ici. Je cherche la pente maximale en fonction de l'orientation. Voilà, eh bien je vais le faire. Je vais prendre ça au pied de la lettre. Je vais diviser à gauche et à droite par dl. J'obtiens tout de suite ceci. Et tu vois qu'ici, j'ai le vecteur dl divisé par sa norme. Ben, ça, je peux très bien écrire dl comme sa norme fois 1l, bien sûr, le vecteur direction du déplacement. Les dl se simplifient, il me reste juste le 1l. Et là, j'ai une écriture qui est tout à coup limpide. Alors peut-être pas encore tout à fait pour toi, mais tu dois admettre qu'on a vachement progressé ici, parce que le gradient que j'ai ici, ben, je suis toujours capable de le calculer en tout point. Je répète, si tu connais la fonction, tu es capable de calculer ses dérivées partielles hein, qui apparaissent dans le gradient, voilà, que j'introduis ici. Les composantes du gradient ici, tu pourras toujours les calculer. Rappelle-toi, hein, j'avais la fonction compliquée ici, 2x carré fois y cube. Au point 3,1, j'ai été capable de dire que df sur dx valait 12. Ah, donc c'est bien concret, tu pourras toujours représenter ce vecteur, tu pourras toujours en avoir les composantes, voilà, je le mets ici dans le plan xy, c'est un vecteur que tu pourras toujours calculer en tout point si tu connais la fonction f. Ok, on connaît la fonction f, alors voilà l'orientation du déplacement que tu peux choisir comme tu veux. Dans notre procédure,
d'optimisation ici, ben, on va y aller à tâtons, hein, on va chercher. Donc voilà, je vais ici introduire ce vecteur direction du déplacement. Hein, je vais bien insister sur le fait que c'est la direction du déplacement. Voilà, je mets le déplacement ici. Voilà. Et je vais continuer, bien sûr. L'avantage du produit scalaire ici, c'est qu'on peut l'interpréter de façon géométrique. Rappelle-toi, hein, le produit scalaire de deux vecteurs est donné non seulement par la somme des produits des composantes homologues, mais est aussi donné par le produit des modules des deux vecteurs, multiplié par le cosinus de l'angle qu'ils font entre eux. Et donc je vais introduire ici l'angle que font entre eux ces deux vecteurs. Et je vais écrire maintenant ce que je viens de te dire. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit des normes. La norme de 1, c'est 1. Donc j'ai juste la norme du gradient ici, fois le cosinus de l'angle que ces deux vecteurs font entre eux. Alors si tu regardes ce que c'est que ceci, norme du gradient, c'est la longueur que j'ai ici, fois le cosinus de θ, eh bien ce n'est rien d'autre que la projection orthogonale que j'ai sur la direction du déplacement. Voilà, c'est ça que veut dire ce résultat-ci. Et là, qu'est-ce que je vais trouver? Cette projection, eh bien, c'est la pente que je recherche. Et là, tu dois admettre qu'on a résolu notre problème. J'ai ici df sur dl, c'est-à-dire que j'ai la pente que j'ai ici pour la montée de la fonction. Ici, je vais monter le long d'une pente. La tangente de cet angle, c'est la projection du gradient ici sur la direction du déplacement. La direction du déplacement est ici, je fais la projection du gradient sur cette direction. Je vais trouver la valeur de cette pente. Ok? Ça, c'est ce qu'on va appeler la dérivée directionnelle. On va lui donner le nom de dérivée. J'avais dit tout à l'heure qu'on n'était pas très à l'aise avec ça, parce que df sur dl ici ne représente pas vraiment une dérivée. Hein, pour que ce soit une dérivée, il faudrait que le L ici soit une variable, soit la variable de cette fonction. Ce n'est pas le cas du tout. F est fonction de x et de y. Mais voilà, on peut l'appeler dérivée directionnelle parce que l'opération qui est ici, que je mets, voilà, ça c'est bien la définition de la dérivée directionnelle, parce que cette opération permet de trouver la pente de la fonction dans une direction donnée. Dérivée directionnelle, c'est la pente que j'ai ici dans une direction donnée, c'est la tangente de l'angle que j'ai là. Ok? Voilà. Alors, ça te paraît sans doute encore très abstrait, ceci, hein, mais ça ne doit pas t'effrayer. Ça, c'est la définition de la dérivée directionnelle. Si tu as du mal à voir comme ça d'où ça vient et tout ça, je te conseille toujours de la retenir sous cette forme-là. Tu multiplies ici à gauche et à droite par dl. Le dl va monter ici, ça va te donner le vecteur dl. Et ça, c'est très commode. À ce stade, ceci pour toi, ça doit être l'évidence. La différentielle totale est tout simplement donnée par le produit scalaire de gradient f par dl. Produit scalaire, somme des produits des composantes homologues, c'est bien ça qu'on retrouve ici. D'accord? Composante homologue, composante en x, composante en y multipliée, 1 plus. Tu es d'accord que c'est ça le produit scalaire? Et ça doit apparaître comme étant l'évidence. C'est la pente en x fois dx plus la pente en y fois dy. Et je vais revenir dessus ici une dernière fois. Hein, je vais mettre en évidence la pente en x ici. Cette pente en x fois dx va te donner la différentielle partielle en x. C'est la première contribution ici. Pente en x fois dx. Cette première contribution, tu vas la prendre, tu vas venir la mettre là, et tu vas lui ajouter la pente en y fois dy. La pente en y fois dy. Là, je viens de mettre ici la pente en y fois dy. Ça donne la deuxième contribution de ta différentielle totale. Et je vais donc la mettre ici. dfx plus dfy, c'est bien la différentielle totale. Voilà. J'espère que tu as bien compris ça, donc ne sois pas effrayé par cette écriture. Et, hein, si tu dois réécrire toi-même la définition de la dérivée directionnelle, je te propose de retenir ceci. La différentielle totale, c'est la pente en x fois dx, plus la pente en y fois dy. Ça, c'est très simple. Et tu sais que ça peut s'écrire comme un produit scalaire. Tu écris simplement les deux vecteurs, et c'est une évidence. Ok? Voilà. Ceci étant dit, maintenant on va pouvoir résoudre notre problème d'optimisation. Ce sera ultra facile. On a un outil merveilleux pour le faire. Comment est-ce que je vais faire pour maximiser ici df sur dl en jouant sur l'orientation? Ben, il suffit de voir que la projection orthogonale ici, elle sera maximum
quand un L aura la direction du gradient. C'est une évidence. Quand un L aura la direction du gradient, θ vaudra 0, le cosinus aura sa valeur maximale, il vaudra 1. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la pente, c'est tout simplement gradient f en module. Et voilà, on sait que la pente optimale, on l'aura quand le déplacement sera parallèle au gradient. C'est ce que je viens de te dire. Et en plus, ceci nous permet d'interpréter le gradient. On voit que le gradient est un vecteur qui va nous permettre de caractériser les variations de la fonction en indiquant tout simplement la direction de plus grande pente. Ce sera bien la direction de plus grande pente, la direction de plus grande dérivée directionnelle. Et que vaut cette plus grande pente? Eh bien, elle vaut le module du gradient. C'est un vecteur qui indique la direction de plus grande pente et son module indique cette pente. Voilà, tu sais à peu près tout sur le gradient. Je te propose de terminer le petit problème d'optimisation qu'on a abordé ici. Tu vois que je ne le termine pas complètement. J'ai réservé ça pour la séquence suivante qui sera consacrée donc à une illustration du gradient. Si tu regardes cette séquence, elle sera un peu plus courte que celle-ci, heureusement, et tu verras qu'elle va te permettre d'interpréter le gradient de manière extrêmement pratique. Quand tu auras vu cette deuxième séquence, on pourra vraiment dire que tu maîtrises la notion de gradient. Voilà, donc je te donne rendez-vous pour cette séquence. Je te remercie pour ton attention. Excuse-moi pour la durée de cette séquence, mais c'était nécessaire, je pense. Merci pour ton attention, à très bientôt.